Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, je suis avec Clément Baudin. Clément, bonjour. Bonjour. Et je suis Minh Nguyen, spécialiste en médecine zoologique. Clément, tu es spécialiste en radiologie. Et aujourd'hui, on va vous parler de la place de l'imagerie dans la médecine des NAC. Alors Clément, on va parler un petit peu de l'imagerie. Alors l'imagerie, c'est évidemment c'est de la radio, c'est de l'écho, du scan. Toi, qu'est-ce que tu vois fréquemment dans ta pratique ? Écoute Minh, je vois un petit peu de tout, donc majoritairement aujourd'hui des chiens, des chats, mais aussi de plus en plus de NAC, nouveaux animaux de compagnie, qui aujourd'hui représentent peut-être une dizaine de pourcents de mon activité. Ok, et qu'est-ce que tu vois de plus finalement ? Probablement des lapins, des rongeurs, mais commence à apparaître assez fréquemment quand même des oiseaux ou des reptiles. Ok. Moi, c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, c'est vrai que je vois de plus en plus de médicalisation, et en tout cas les propriétaires sont demandeurs de soins de plus en plus poussés. Je pense notamment en imagerie, parce que avant on faisait peut-être des examens cliniques et puis parfois on s'arrêtait là parce que les gens voulaient pas investiguer. Maintenant, je trouve que on fait de plus en plus de radio, on fait de plus en plus d'écho et parfois on fait aussi du scanner. Donc toi, comment tu vois la place par exemple de la radiographie dans ta pratique pour les NAC ? La place de la radiographie est très importante parce que déjà c'est un examen qui est extrêmement disponible et accessible pour les propriétaires, ce qui va faire que globalement ça va être l'examen qui va être peut-être le plus fréquemment pratiqué. C'est une modalité qui permet de pratiquer l'examen sans anesthésier le patient, ce qui a déjà de nombreux avantages par rapport à la sécurité et au risque qu'induirait une anesthésie. En plus, nous avons un examen qui va être relativement rapide et donc, comme je le disais, peu coûteux. Comment tu vois les indications pour la radiographie ? Moi, j'imagine ça, tu vois, maintenant qu'on a le scanner, maintenant qu'on a d'autres modalités d'examen, la radiographie, pour moi, ça a une place un petit peu plus restreinte, je dirais, dans la prise en charge des NAC. Avant, on faisait tout avec la radiographie. Maintenant, je pense qu'on a plus tendance à resserrer un peu le focus et je pense notamment aux affections pulmonaires, peut-être des affections osseuses aussi. Là, on touche un des points, entre guillemets, un des points faibles de la radiologie, qui est la superposition. C'est-à-dire que c'est vraiment un examen où on va prendre, par exemple, une photo où tout le corps de l'animal va être superposé. Ce qui fait qu'en fin de compte, on va avoir des images qui vont être facilement interprétables ou des images un petit peu plus difficilement interprétables du fait de la superposition. A contrario, il est évident que sur un scanner, on n'aura pas cette superposition, ce qui fait que le scanner va manger sur le terrain de la radio. Donc on touche vraiment là à un des rares avantages de la radio, avec également le fait qu'on expose l'animal à des radiations ionisantes. Moi, je rejoins un peu là-dessus. Je pense que la radio, il y a aussi... c'est vrai que moi, par exemple, comme c'est très disponible et que c'est quand même facilement fait, sur des suivis, par exemple, je pense des suivis de transit, de stase digestive, c'est peut-être plus facile à suivre en radio qu'en écho. Je pense que les fractures, notamment, ça, c'est toujours tout ce qui est traumatologie. Je trouve que c'est toujours intéressant, je pense. Oui, c'est évident qu'en orthopédie à la fois et sur des examens de suivi, on va être sur des examens, on va dire, de durée beaucoup plus courte, et la comparaison d'image est quand même nettement plus aisée, on va dire, parce qu'on n'a pas comparé un examen entier en couple, on va comparer deux photos qui vont pouvoir être généralement très Ouais, exactement. Tu as la fracture, la chirurgie, le post-opératoire, la cicatrisation. Donc tout ça, je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne place en tout cas pour la radio pour faire ça. Qu'en est-il de l'échographie ? Donc, qu'en est-il de l'échographie ? Pour reprendre un petit peu sur la même base, l'échographie, elle aussi a de nombreux avantages comme la radio qui vont être sa disponibilité, le fait que c'est un examen qui est accessible à tous et là encore éventuellement peu coûteux. C'est vrai que son principal point négatif, à contrario, va être le fait que cet examen nécessite une certaine compétence de l'opérateur. Donc on va être sur un examen qui va être plus difficile pour une personne non entraînée qu'une personne entraînée. Alors là encore, je ne sais pas si tu me rejoins, mais avant, dans beaucoup de livres, ils disaient on peut pas trop faire d'échographie sur les lapins parce qu'il y a beaucoup de contenu digestif, il y a beaucoup de gaz, on voit pas grand-chose.
Et en fait, moi, j'ai l'impression, en tout cas, quand je m'adresse à des imageurs qui sont un peu expérimentés, en fait, ça a jamais, enfin moi, en tout cas, j'ai jamais eu de ce problème-là, en vrai. Globalement, on apprend à travailler avec. Cela fait partie des limites de l'espèce. Et si on ne peut pas évaluer certaines structures à cause du digestif, il y a quand même de nombreuses structures qui vont pouvoir être évaluées avec l'échographie, en essayant de compenser les choses que l'on ne voit pas, en passant d'un côté, de l'autre, en mettant le patient dans un autre décubitus, ou voilà, ce qui fait qu'on arrive globalement à voir beaucoup de choses chez des patients où l'on penserait pourtant avoir des limites. Ouais, je trouve que vraiment, pour te dire une approche un peu historique, nous avant on faisait un peu des échographies, on savait pas trop sur quoi on allait chercher. Maintenant, on sait qu'on peut aller chercher une torsion de lobe hépatique, on peut aller chercher une appendicite. Il y a plein de maladies en fait qui en échographie des NAC, des lapins en particulier, on se dit en fait ça c'est tout à fait faisable. Et puis il y a d'autres espèces, même je pense aux reptiles, aux oiseaux, où on n'a pas de manière routinière le réflexe de le faire, et j'ai l'impression que quand même à la fois avec les machines qui sont plus performantes et aussi la formation et comme tu disais c'est très échographiste, échographe dépendant, je trouve que vraiment on a fait en tout cas sur les 10 dernières années, on a fait des progrès énormes sur cette modalité d'examen. Ah oui, je pense que c'était un examen qui rebutait un petit peu les personnes, voilà, du fait d'une mauvaise connaissance de l'anatomie ou éventuellement, d'une méconnaissance de l'espèce ou des pathologies qui étaient associées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une meilleure idée, des indications globales, des organes que l'on peut voir ou non, encore une fois. Et on sait qu'aujourd'hui, on peut diagnostiquer diverses pathologies à la fois chez le lapin. Tu le disais, que ce soit pathologie hépatique, même hépatobiliaire, urinaire ou même digestive. On va voir également de nombreuses choses, que ce soit chez les oiseaux ou chez les reptiles, notamment avec certains reptiles tels que le serpent, les serpents ou les lézards qui vont être particulièrement adaptés à l'examen échographique. Pour le coup, il faut être habitué à l'anatomie. Mais une fois passé la barrière de l'anatomie, ça reste des corps d'animaux qu'on va traverser avec les ultrasons et qu'on va finalement on va réussir à extrapoler, on va dire un petit peu les résultats d'une espèce à l'autre, et un peu travailler sur cet aspect polyespèce et finalement réussir à arriver des fois à un diagnostic ou à la capacité d'effectuer un prélèvement tout simplement qui va permettre d'être diagnostique dans la foulée. Tu peux faire des prélèvements, tu peux faire un peu d'interventionnel en échographie, ce qui est quand même un truc qu'on fait moins en radio ou un peu moins en scan, c'est sûr. Donc de ce point de vue-là, l'échographie, c'est vraiment bien. Moi, je pense il y a une espèce que j'adore, c'est les échographies de poissons. Alors ça, c'est incroyable parce qu'ils sont déjà dans l'eau, donc c'est vrai que c'est assez particulier. C'est le seul examen que tu peux faire sans avoir la sonde sur le patient. Tu peux l'examiner à distance, ça c'est assez exceptionnel. Alors après, faut connaître un peu l'anatomie forcément, mais je trouve que c'est toujours des trucs un peu fun à faire. Donc non, mais c'est vraiment bien qu'on ait progressé comme ça. Et puis après, effectivement, on va arriver sur le scanner. Donc c'est sûr que scanner IRM, on peut parler des deux. Toi, scanner IRM, comment tu vois pourquoi on fait un scanner, pourquoi on fait un IRM? L'IRM aujourd'hui dans le monde des NAC, il a un petit peu plus de mal à trouver sa place parce que c'est quand même c'est quand même un examen qui est quand même assez long. Donc généralement c'est assez long. On va avoir tendance à avoir des problèmes liés à l'anesthésie, notamment principalement des problèmes anesthésiques et liés aussi à la la déperdition de température du patient qui va être assez importante. Alors parfois c'est aussi une question un peu de résolution. Des fois, on est un peu ric-rac dans la mesure où on est des patients très très petits. J'ai l'impression que parfois on n'obtient pas le top du top de ce qu'on voudrait voir en IRM. Donc, on a des problèmes d'anesthésie, on a des problèmes de résolution. On peut avoir des problèmes de résolution, bien que, on arrive quand même à, quand on passe sur des techniques d'IRM un peu plus avancées, comme les IRM au champ, c'est-à-dire globalement à plus de 1 Tesla, on va avoir nous, en clinique, nous avons été capables d'effectuer des examens d'un cerveau de perroquet, ce qui permet quand même, et d'obtenir une résolution relativement satisfaisante, quoi. Donc, c'est une limite ou pas, c'est-à-dire pour moi la principale limite reste anesthésique. Après effectivement une fois le risque, si on veut bien prendre ce risque, après il faut effectivement tenter d'obtenir un examen diagnostique, de voir si notre examen est diagnostique ou non, et partir de là.
à savoir s'il est sage ou non d'indiquer. Voilà, je suis sûr que si on a un tout petit oiseau, on n'ira pas dire qu'une IRM est indiquée, tandis que si on a un oiseau un petit peu plus gros, on pourra se dire bon bah là, je peux tenter ma chance et essayer d'obtenir une IRM, de tenter de prescrire une IRM à ce patient. Ouais, alors moi de ça, je suis un peu pressé. Donc, c'est sûr que à choisir, moi, j'aurais toujours tendance à privilégier le scanner. Et ça, pour moi, le scanner, je trouve que c'est l'examen de choix en LENAC. Dis-nous en quelques mots peut-être. Qu'est-ce que tu vois en scanner d'ENAC Qu'est-ce qu'on voit en scanner d'ENAC? Bon, déjà, globalement, le gros avantage, le gros avantage de cet examen, c'est vraiment son aspect tomodensitométrique, qui permet de voir l'ensemble du patient en coupe. Ouais, donc, et d'éliminer vraiment toute superposition, quoi. C'est le côté vraiment 3D, quoi. Voilà, il y a un côté 3D, possibilité à la fois de voir toutes les différentes structures du patient qui vont être désuperposées une à une. Voilà, préciser exactement l'emplacement anatomique de chaque chose. Est-ce que je vois une structure anatomique? Est-ce qu'elle est à sa place? Est-ce qu'elle n'est pas visible du fait d'une lésion, etc. Et effectivement, ensuite, ça va être d'utiliser cette capacité à avoir tout le patient en coupe pour faire des reconstructions, donc voire même des reconstructions 3D ou des reconstructions dans d'autres plans qui vont permettre d'examiner l'ensemble des structures au mieux en fonction des cas. Donc toi, tu me dirais, donc toi tu lis des scanners de NAC. Est-ce que si je devais te faire un top 3 de ce que tu vois en lecture de NAC, quelles sont les pathologies que tu vois le plus? Sûrement en premier lieu les têtes, les examens de crâne de lapin qui vont être vraiment l'examen le plus fréquent. Alors pathologie dentaire, auriculaire ou nasale, vraiment les. Ou les trois à la fois. Les trois à la fois. C'est vraiment l'examen de choix. Ça, il faut pas réfléchir là-dessus. Moi, je suis complètement d'accord. Ça, les têtes de lapin, il n'y a pas une meilleure indication. Ça. Voilà. Ensuite, un deuxième examen que je verrai pas mal, je pense, c'est les thorax de lapin, parce qu'on a quand même des indications. Alors ça, tu vois, c'est très mal décrit dans la littérature, mais je suis d'accord avec toi que tout ce qui est pathologie respiratoire du lapin, bronchopneumopathie, bulle, emphysème, il y a plein de choses qui sont très très mal décrites, parce que effectivement, on a une approche généralement un peu pathologique de l'animal, donc c'est souvent en autopsie où on fait des radios, mais le scanner permet, je trouvais, de voir cet aspect un peu dynamique des poumons, de leur insufflation, et ça donne d'autres choses, je trouve. Ouais, ça donne d'autres choses, et c'est vrai que moi, ça va être, ça peut donner effectivement, permettre d'observer des lésions qu'on a. Tout un panel de lésions qu'on va voir régulièrement, parce que c'est pas forcément une région anatomique sur laquelle on va trouver le plus de lésions, mais c'est une région anatomique qui est souvent inclue avec un examen de tête. Mais globalement, effectivement, cela nous permet de documenter tout un tas de différentes lésions, telles qu'effectivement des pneumopathies ou des lésions occasionnelles, comme effectivement les bulles, l'emphysème, éventuellement. Ou même recherche de métastases, tu vois. Moi, c'est dans un cadre comme ça, de bilan d'extension, c'est un truc qu'on voit souvent. J'ai pas enchaîné là-dessus parce que, mais effectivement, on peut effectivement réaliser un bilan d'extension chez les patients chez qui une maladie néoplasique est suspectée. Et un troisième motif que tu verrais? Un troisième motif que je verrais. Après, je pense que c'est un peu au sens large. J'ai pas vraiment de gros exemples, parce que c'est vrai que la tête de lapin prend vraiment le tas. Je pense que je dirais en numéro 3, ouais, effectivement, des oiseaux. Ouais. Parce que c'est quand même un examen. Je travaille avec quelques cliniques un petit peu éloignées géographiquement, et c'est vrai que eux nous fournissent régulièrement des scanners d'oiseaux, et c'est quelque chose que je peux voir plutôt régulièrement. En tant que spécialiste, je pense que les oiseaux en particulier, vu qu'on n'a pas une excellente définition en radio, vu que l'échographie elle va être un peu limitée à cause des sacs aériens et de la pneumatisation, on va pas pouvoir vraiment passer avec les ultrasons. Finalement, le scanner, c'est très très vite, je trouve que c'est vraiment très très vite l'examen de choix. Ce qui n'est pas forcément le cas des... alors les mammifères, on parlait des crânes, ça on peut pas trop y échapper. Mais par exemple, thorax, abdos, on a des alternatives chez les mammifères, on a des alternatives chez les reptiles, mais chez les oiseaux, je trouve que vraiment il y a tellement plus d'informations au scanner par rapport aux autres modalités d'examen que nous, on a un service spécialisé pour les oiseaux. C'est vrai qu'on fait très très peu de radio maintenant.
en termes d'information et de ce qu'on va pouvoir faire après en clinique après comme bilan pathologique, c'est sûr que le scanner pour le coup c'est relativement incomparable. Ah oui, je te rejoins complètement là-dessus. C'est sûr que comme tu l'as très bien dit, le corps de l'oiseau a un contenu gazeux extrêmement important qui se trouve au niveau des sacs aériens, des eaux pneumatisées ou après des cavités naturelles ou des organes naturels comme les cavités nasales, le poumon, etc. Donc c'est vrai que la radiographie va amener de nombreuses superpositions et l'ensemble de ces structures gazeuses vont des fois rendre un petit peu difficile à discerner l'ensemble des structures anatomiques, alors que celles-ci vont être complètement désuperposées avec le scanner, donc on va pouvoir les examiner de façon appropriée. On a aussi des structures qui des fois vont être très fines. Je pense par exemple à la syrinx qui peut être obstruée en cas d'atteinte fongique et qui elle va pouvoir être examinée de façon, on va dire, correcte au scanner et permettre de prendre en charge, de déterminer à la fois les actes les explorations ultérieures qui pourront être précisées, voire un traitement dans certains cas. Et après, on a effectivement également des structures squelettiques de petite taille et au contenu gazeux qui sont difficilement évaluables en radio et qui, elles, seront correctement visualisées grâce à la résolution. Ouais, moi j'ai eu des ostéomyélites, des aérosacculites, vraiment de parties très très spécifiques, de vertèbres, d'os du bassin et tout. C'est vraiment c'est difficile de les voir sinon. Ouais. Oui, c'est vrai, tu m'avais montré un cas de radio de colonne d'oiseau avec une fracture visible sur un scanner. C'était effectivement impressionnant d'observer la différence entre les deux types d'examens. Exactement. Et pour finir, du coup, qu'est-ce que tu verrais comme examen? Alors là, on se projette un peu dans le futur, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quel serait l'avenir un peu de l'imagerie des NAC? Comment tu vois ça? Voilà, grosse question. L'avenir de l'imagerie des NAC, je pense qu'il y a quelque chose à développer quand même avec l'IRM. Je pense que si on arrive avec des machines de plus en plus puissantes et que l'on arrive aussi à gérer les contraintes en termes d'anesthésie, de déperdition thermique ou de surchauffe dans certains cas sur les patients qui sont mis dans l'IRM, peut-être qu'on arrivera à utiliser pleinement cette technique pour à terme se servir de l'IRM. Après, je pense qu'on a déjà un bon panel d'examens et c'est vrai que plutôt que j'ai du mal à chercher l'examen du futur, mais plutôt à chercher à optimiser aussi l'examen que l'on a. Toi, t'as des idées en particulier? Ouais, moi j'ai deux trois trucs. Plus terre à terre, nous on fait parfois de la fluoroscopie. Ouais. Ça, c'est vrai que ça c'est un truc qui est pas mal parce que c'est en dynamique, donc c'est un peu une adaptation de la radio. Moi, j'ai tendance à dire c'est un peu comme, tu me corriges si c'est faux. J'ai l'impression que c'est un peu comme quand tu passes les tapis roulants à l'aéroport, quoi. Ça va mettre c'est exactement ça, oui. C'est de la radio en vidéo. Et tu l'as utilisé. Alors, par exemple, on a fait des poses de stent sur un lapin avec des collapsus trachéaux. Donc, c'est vraiment la même indication que chez les chiens. Oui, d'accord. On est sur déjà de la radiologie interventionnelle. Ouais, on est un petit peu sur l'interventionnel et tout. On l'utilise parfois pour de la réduction de fractures, pour des localisations de corps étrangers, enfin des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément très disponible, mais quand c'est disponible, franchement, on s'en sert, quoi. On est content. Et après, moi, j'avais vu, alors ça, c'est encore autre chose, mais moi, j'ai vu un PET scan. Donc ça, c'est avec des marqueurs radioactifs combinés au scanner. J'ai pas osé te le proposer parce que ça me semblait un peu intense pour un mec. Ouais, ça et là, c'est incroyable parce que vraiment, c'est des marqueurs spécifiques. Donc, d'un point de vue endocrinien, tous les marqueurs font qu'on arrive à mieux cerner et à mieux comprendre certaines pathologies, mais évidemment, pour l'instant, c'est pas très disponible et je sais pas si ça le sera, mais en tout cas, j'ai eu le loisir d'en voir et c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est sûr que il s'agit un peu d'une imagerie du futur, même encore aujourd'hui pour les chiens et les chats. Ouais. Donc, mais effectivement, c'est vrai que toutes ces images, cette technique d'imagerie pourrait être transposée au NAC dans le futur. Si les indications sont là, effectivement, je pense que ça peut être tout à fait de bons examens pour ces patients. Et effectivement, pourquoi pas augmenter le nombre de prises en charge des patients en NAC aussi en radiologie interventionnelle, qui peut être un vrai plus et éviter éventuellement une intervention chirurgicale si
si voilà, reste à trouver les indications. Non, mais moi je vois dans ma pratique quotidienne, c'est sûr que le standard de soins a tendance à monter. Et donc moi je fais pas de différence au niveau des propriétaires, de leur motivation, de leur attachement avec entre les NAC, les chiens-chats, les chevaux, les animaux de compagnie de manière générale. Je pense que il y a un besoin là-dessus, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est important qu'on ait des collaborations, tu vois, entre spécialités pour justement apporter ce niveau de soins. C'est vrai que voilà, les compétences de chacun sont importantes. C'est vrai que voilà, c'est un petit peu comme une pyramide de soins où à chaque palier, on va avoir un spécialiste qui intervient. Et c'est vrai que nous, en tant que radiologue, on a vraiment besoin voilà, de l'apport du clinicien et de même ses suspicions cliniques, ou même de la question à laquelle il souhaite répondre avec son examen radiologique. Puisque, voilà, c'est ça. Puisque nous, ça va vraiment optimiser, voire voilà, agir en synergie avec notre façon de faire, et ça va nous permettre à terme de donner une réponse satisfaisante à la question qui a été posée, et du coup d'apporter aux patients une possibilité de traitement optimale, et aux cliniciens voilà, la satisfaction d'avoir prescrit un examen utile et obtenu une information utile à la fin. Merci Clément pour cet échange, c'était super. Écoute, je pense qu'on a fait quand même un beau panorama de ce qu'on pouvait faire en imagerie vétérinaire chez les NAC. On voit qu'il y a plein de choses à faire encore, qu'on a fait énormément de progrès, et voilà, il y a une ère qui s'ouvre devant nous avec plein de choses à découvrir, et c'est avec la collaboration, c'est avec des spécialistes, des cliniciens, des praticiens, en échangeant tous ensemble, on peut arriver à améliorer effectivement les soins pour ces nouveaux animaux de compagnie qu'on aime tant. Voilà. Merci à vous, merci à tous.